On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Face à vous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Et qui titre en une ce mois-ci sur les putschs en Afrique. Les militaires ne sont pas la solution, écrivez-vous Ziad. Au sommaire de cette émission, Donald Trump lui lance ses partisans contre la justice américaine après sa comparution hier devant un juge fédéral, une première pour un ex-président. Il dénonce un abus de pouvoir de l'administration de son successeur Joe Biden. Et puis est-on à la veille d'un schisme au sein de l'armée russe? Yevgeny Prigojine rejette l'ultimatum fixé par le Kremlin au 1er juillet. Il refuse de placer ses mercenaires du groupe Wagner sous l'autorité du ministre de la Justice et appelle les autres milices à le rejoindre. C'est tout de suite, on va plus loin. L'Amérique s'est réveillée plus que jamais divisée ce mercredi, après la comparution hier de Donald Trump devant la justice fédérale. Une première pour un ancien président américain qui, loin de faire amende honorable, a au contraire rejeté la faute sur son successeur et adversaire désigné en vue de la prochaine présidentielle de 2024, Joe Biden, accusé d'abus de pouvoir. Donald Trump, annoncé comme le prochain président des États-Unis, lorsqu'il apparaît devant ses supporters hier soir. Tout est dit dans cette présentation et ce sourire bravache. Il vient pourtant d'être inculpé par un tribunal fédéral, des accusations graves, passibles de peine de prison. Mais le milliardaire, candidat à la présidentielle de 2024, se pose en victime. C'est une persécution politique, digne des régimes fascistes ou communistes. Quelques heures auparavant, l'ex-président de 76 ans arrivait au tribunal de Miami, toujours sous les vivas de ses partisans. Aucune image de cette audience historique. Donald Trump est en effet le premier ex-président américain poursuivi par la justice fédérale. Il est accusé d'avoir refusé de restituer ces fameuses boîtes aux archives nationales. Elles contenaient des documents d'État confidentiels. Or, la loi américaine interdit de les garder. Mais cette affaire lui permet une nouvelle fois de nourrir son récit de persécution. Il est innocent et le coupable est à la Maison-Blanche. Donald Trump transforme cette inculpation pourtant potentiellement explosive en événement de campagne électorale. Juste après l'audience, il s'est d'ailleurs arrêté à Miami dans ce restaurant très populaire. Alors comment vit-on cette situation à Miami, Mathieu Mabin? Donald Trump a réussi à rallier autour de sa personne des électeurs républicains pressés d'en découdre. On est dans le jour d'après ici à Miami et il est presque un peu étonnant de voir à quelle vitesse la pression est retombée aussi vite qu'elle était montée en réalité. Les convois de pick-up des partisans de Donald Trump ont disparu du centre-ville et le tribunal fédéral de Floride travaille à nouveau aux affaires courantes. De son côté, Donald Trump a déjà commencé à capitaliser sur cet épisode très médiatisé et sans changer grand-chose à sa méthode en réalité. C'est-à-dire le recyclage d'un discours usé jusqu'à la corde, discours selon lequel il serait la cible d'un complot alliant une justice corrompue, je cite, et l'appareil politique démocrate piloté par la Maison-Blanche. Un discours qui fait toujours effet sur les électeurs républicains, mais qui, cette fois, prend un relief assez particulier, puisque l'affaire est encore plus grave que les précédentes et que l'ancien président n'est plus seulement poursuivi par une juridiction locale, mais à l'origine par le secrétaire à la justice lui-même, ce qui participe d'ailleurs à convaincre les Trumpistes qu'en réalité, les reproches qui sont formulés à Donald Trump et l'intégralité de l'acte d'accusation ne sont qu'une manœuvre politique, puisqu'effectivement, la juge fédérale de Floride va travailler sur la base d'un acte d'accusation rédigé par un procureur spécial de Washington, désigné par le secrétaire à la justice qui concrètement obéit à Joe Biden, c'est-à-dire au principal adversaire politique de Donald Trump. Tout l'argumentaire de Donald Trump repose d'ailleurs là-dessus. Et cette particularité
particularité du droit américain qui fait qu'en quelque sorte, et du point de vue des Trumpistes, encore une fois, aujourd'hui, on peut être juge et partie aux États-Unis. Ce qui nous rappelle d'ailleurs une autre étrangeté du droit américain, en tout cas du point de vue des observateurs européens que nous sommes. La magistrate désormais en charge du dossier ici à Miami a bel et bien été nommée par Donald Trump quand il était président en exercice. Et là encore, cela n'aide pas l'opinion américaine à croire en une totale indépendance de la justice de leur pays. Voilà, et ça c'était Mathieu Mabin avec nous depuis la Floride. Ziad Limam, Jack Smith, le procureur, aurait agi sur ordre du pouvoir voilà, de Merrick Garland, le secrétaire à la justice, et de Joe Biden. C'est ça aujourd'hui l'argumentaire de Donald Trump. Pour vous, ça tient ou pas du tout? C'est totalement éculé, faible. Enfin, je dirais, il n'y a que la base MAGA qui, de toute façon, déteste le gouvernement fédéral, quel qu'il soit, déteste le département de la justice, déteste le FBI, incarne dans Donald Trump toute leur frustration de cette Amérique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Donc, bon, évidemment, oui, enfin, bon, on a des photos. Tous ceux qui ont lu l'acte d'accusation sont stupéfaits. Son ancien propre secrétaire à la justice a dit « he's cooked », il est cuit, il suffit qu'il y en ait la moitié. Ici, la moitié des choses. La moitié des choses sont vraies. Donc je pense que là, on est vraiment dans le. En plus, on pourrait rentrer vraiment dans le juridisme. C'est-à-dire que le DOJ fait partie de l'administration fédérale, mais c'est aussi un département qui peut parfaitement enquêter sur le président lui-même. Et il y a eu des exemples. Clinton, etc. Je vous rappelle la fameuse affaire. Il était quand même sitting president. Donc c'est pas aussi simple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a zéro argument aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des photos, on a des boîtes qui sont dans des salles de bain, on a une photocopieuse qui est à côté des boîtes. Je veux dire, c'est grave. Il est possible que ça ait eu des répercussions, et c'est la première fois, et j'ai lu ça quelque part aujourd'hui, c'est la première fois que Donald Trump, de sa vie, va réellement rendre des comptes. Et c'est pas que le premier épisode, parce qu'il y a eu l'épisode des financements pré-campagne avec la fameuse dame de compagnie. Il y a ça, c'est un crime fédéral. Il y a la deuxième enquête fédérale sur les événements du Capitole. Oui. Et il y a un quatrième, il y a un quatrième élément qui est en cours, c'est la Géorgie. Donc, franchement, on se demande comment toute cette barque va finir par chavirer, comment elle va chavirer, et si jamais elle ne chavirait pas. Mettez-vous juste... Imaginez juste une présidence Trump dans 2 ans. Qui pourrait s'auto-amnistier. Oui. Alors, peut-être. On discutera de ça. Mais surtout, le revanchisme, la guerre civile, parce que là, on y est vraiment poursuivi par des procédures qui ne seront pas finies. Enfin, c'est calamiteux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir que ce circus s'arrête. On ne sait pas trop comment, mais ça devrait. Bruno Darroux, nos téléspectateurs ont eu le plaisir de suivre avec vous la prise de parole dans le New Jersey cette nuit de Donald Trump. Vous en avez pensé quoi? Et est-ce que vous pensez, vous qui avez vu aussi les réactions de ses supporters, que là on est face vraiment à un risque maximal pour la démocratie américaine, c'est-à-dire d'un pays qui se divise même sur la foi dans ses institutions et dans sa justice? Sur la dernière partie de votre question, oui, enfin la démocratie américaine ne va pas bien, puisque elle est plus que jamais divisée, et puis surtout des millions d'Américains. Alors, sans doute pas, d'ailleurs, comme on le dit parfois, les 75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Mais effectivement, l'électorat dur, MAGA, en effet, suit Trump. Et n'est plus vraiment dans une espèce de débat d'idées rationnel, etc. On est complètement à côté de ça. On est dans une réalité un peu alternative. On est plutôt de l'ordre de la croyance. On croit presque au gourou. Donc, tout ce qu'il dit est parole révélée. Mais c'est une partie, restons un peu optimistes quand même, c'est une partie à l'intérieur de l'électorat républicain. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui va se jouer dans les semaines et les mois à venir pour cette campagne électorale qui s'annonce truculente pour le moins et riche en rebondissements. Donc oui, la démocratie américaine va mal. Après, sur le discours, après, le problème, c'est que Trump, comme tous les bons populistes, c'est aussi un bon showman. C'est-à-dire qu'il s'est envoyé les punchlines, il s'en est pris à tous les... Enfin, pas à tous les présidents, mais si, il s'en est pris à Bill Clinton, quand même très
très fortement en disant en gros Bill Clinton il a fait comme moi, il a quitté la Maison Blanche avec des documents et personne n'est allé l'embêter. Il a même cité George. Il avait amnistié Mark Rich au passage qui était coupable pour le coup de fraude fiscale aggravée. Bref, oui. George W. Bush qui a-t-il affirmé avait égaré 22 millions de mails, donc il n'a pas pu remettre pareil à son départ de la Maison Blanche. Il dit vous voyez tout ça n'est pas grave et moi on vient me chercher des noises, plus évidemment Joe Biden et Hillary Clinton qui en ont pris pour leur grade, mais ça c'est un peu automatique. Voilà. Après son principal, en fait il avait quand même un argument qui est hautement discutable, justement, c'est de dire, moi, en tant que président, j'avais le pouvoir de déclassifier les documents que je voulais déclassifier. Bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, quand je suis parti, ces documents, c'était devenu des documents personnels. Sauf que, non, ça ne se passe pas comme ça. Il aurait fallu vraiment que tous les documents aient été déclassifiés avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Et ça n'a pas été le cas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a eu des injonctions judiciaires, qu'il a remis une partie des fameuses boîtes et qu'ensuite, il a eu cette descente spectaculaire du FBI dans sa somptueuse villa de Floride. Voilà. Sur le fond, en fait, on sent que Donald Trump, de toute façon, va se battre jusqu'au bout. Parce que, un, il n'a pas le choix, mais deux, effectivement, comme disait Ziad, quand même, là, on sent qu'il sait qu'il encourt quand même des charges graves et que potentiellement ça pourrait finir en prison. Donc toute la stratégie, évidemment, ça va être d'éviter absolument que tout ça se déroule avant le jour de l'élection. Mais effectivement, il y a les autres affaires qui viennent. Tout ça va quand même si les procès n'ont pas lieu avant novembre 2024, ça va quand même venir polluer en permanence. C'est-à-dire ce qui est grave pour le Parti républicain, et d'ailleurs certains commencent à le dire mezzo voce, mais un peu quand même, ils disent en gros là le Parti républicain c'est les épisodes judiciaires de Donald Trump. Ben oui. C'est quoi notre message? À qui on parle? C'est quoi comment on voit l'avenir des États-Unis? Là on est en train de régler les débords judiciaires du passé en plus de Donald Trump. La prison ou la Maison-Blanche, c'est un peu à qui tout double pour Donald Trump. Finalement, est-ce que ce n'est pas le Parti républicain aujourd'hui qui a la clé, d'une certaine manière, du maintien dans la normalité, de la cohésion des États-Unis, ou bien de voir éclater ce modèle? Le Parti républicain, il est totalement à la ramasse. Parce qu'il le veut. Parce qu'il est otage complice. Otage complice parce que, d'abord, ils n'ont pas d'autre alternative que la guerre culturelle, que tout ce truc qui circule. Il suffit de voir ce que fait De Santis chez lui, les interdictions de livres, etc. Et deuxièmement, ils sont tenus en otage par cette base MAGA qui peut faire, dans certains endroits, basculer des élections sénatoriales ou basculer de 15 000 voix ou de 20 000 voix un État. Et donc, dans la perspective d'une présidentielle... les primaires qui, du coup, conditionnent la présidentielle. Ils sont passés. Et puis... on le voit très bien avec les autres candidats. Si je peux me permettre, De Santis, il a fait pchit. Ça passe pas. Et personnellement, ça passe pas. En plus, il est élu de Floride, qui est pour les Américains, c'est le Sunshine State. Donc, de toute façon, c'est tous des rigolos. Il appellera jamais ça va pas passer avec les électorats travailleurs, du Rust Belt, des États ouvriers, etc. Le seul qui ose attaquer franchement, c'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. Et lui-même un ancien magistrat. Et qui est un ancien conseiller aussi. Donc lui, il parle directement. Mais moi, je pense qu'au fur et à mesure que les casseroles judiciaires vont s'aggraver, plus la course républicaine va changer. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés au risque d'un candidat qui ne pourra pas aller jusqu'au bout ou qui risque d'exploser en vol. Donc, malheureusement, c'est une possibilité, mais je pense que c'est pas gagné. Le fantasme du président en prison, quand même, je pense que... Oui, mais il y a très peu de chances que ça se produise, en fait, avant l'élection. Donc, moi, je pense que la course est ouverte, que c'est pas fini, que côté... démocrate non plus. Alors, vous dites la perspective des ennuis judiciaires, même si elle n'empêche pas Donald Trump d'aller au bout, vont sans doute dissuader à un moment les républicains de le soutenir. Vous dites non, en fait. On ne peut pas exclure. Non, je dis pas ça. On ne peut pas exclure qu'à un moment dans le processus, il y ait une arrestation. C'est pas exclu. Ils ne l'ont pas fait mardi parce que c'est un ancien président des États-Unis qui plaide non coupable. Enfin, n'importe qui d'autre serait allé directement à Rikers Island. Mais bon, lui, il ne va pas à Rikers Island, mais ce n'est pas exclu. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas s'en sortir. Je dis juste que pour la première fois, c'est lourd. Et il y a un deuxième aspect, après j'arrête de parler, c'est que la justice américaine, dans l'affaire par exemple du Capitole, elle tape dur. Et pourquoi les gens ne restent pas à Miami? Pourquoi ils ne foutent pas le bazar dans la rue? Parce qu'il y a la moitié des types du Capitole qui sont en prison, 8 ans, 7 ans, 14 ans, 10 ans.
Donc les gars, ils se disent, il y a une limite, l'État fédéral et la justice en face... N'est pas désarmé. Elle est résistante. Ce qui veut dire que l'État de droit aux États-Unis fonctionne encore, résiste, et est assez opérant. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'au sein du Parti républicain, là, aujourd'hui, officiellement, voilà, c'est les MAGA qui font un peu le jeu et qui ne lâchent pas Trump. Mais on sent qu'il y a... alors plus parmi, évidemment, les concurrents ou certains responsables républicains, on entend quand même des voix dire, notamment, alors plus au Sénat, quand même, ce qui s'est passé, c'est grave. Enfin, ce qu'on lui reproche, si c'est avéré, voilà, si les chefs d'inculpation sont avérés, etc., c'est quand même extrêmement grave. Donc, voilà, on voit qu'il peut se passer des choses. Mais encore une fois, le problème, c'est que là, on va avoir une campagne absolument délétère avec... Alors là, pour le coup, j'inclus Joe Biden, 2 candidats, l'un à 77 ans, l'autre 80 ans. Enfin, c'est sans doute pas l'affiche dont rêvent les Américains. Chez les démocrates, ils se disent, bon, bah, il est là, on va faire avec lui, mais c'est pas l'enthousiasme délirant. Et côté Trump, eh ben, il a sa base dure, oui, qui va le suivre. Mais aussi pas mal de républicains se disent, c'est pas comme ça qu'on va gagner l'élection en novembre 2024. Déjà, 2018, 2020, 2022, entre présidentielle et élection générale. Ils ont tout le temps perdu au vote populaire. On a perdu. Et donc là, avec quand même ces casseroles judiciaires, même s'ils évitent le procès avant l'élection, franchement, ça se présente pas bien. Bon, à suivre. Y a-t-il toujours une armée russe? La question qui peut sembler incongrue est néanmoins posée après le dernier geste de défiance signé Yevgeny Prigojine, le patron du groupe Wagner, sommé d'enregistrer sa milice auprès du ministère russe de la Défense et qui refuse de rentrer dans le rang. Bilal Tarabé nous explique ça en images. Ils ont permis à la Russie de revendiquer sa première victoire depuis des mois. Mais pour le chef de la milice Wagner, Yevgeny Prigojine, hors de question que ces hommes soient mis sous tutelle du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. L'entreprise militaire privée Wagner ne signera aucun contrat avec Shoïgu, car Shoïgu ne sait pas bien diriger les formations militaires. Ce samedi, le ministère de la Défense russe a signé un ordre qui demande à tous les groupes de mercenaires, dont le nom officiel est détachement de volontaires, de signer un contrat avec l'armée. La raison officielle, que les mercenaires aient accès aux mêmes prestations sociales que les militaires russes, notamment une indemnité d'environ 56 000 € versée à leur famille en cas de décès d'un milicien. Le ministère de la Défense offre désormais un contrat à tous ceux qui souhaitent continuer de servir sur la zone de l'opération militaire spéciale. C'est le seul moyen de garantir les droits sociaux. Cela doit être fait et le plus vite possible. Pourtant, selon les médias russes eux-mêmes, l'objectif réel est bel et bien de mettre sous tutelle la milice Wagner, et notamment Yevgeny Prigojine, qui a multiplié les attaques personnelles contre le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, comme ici, début mai, lorsqu'il l'accuse d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de soldats russes. Mais dans sa guerre d'influence contre le ministre de la Défense russe, Yevgeny Prigojine s'est fait un autre ennemi, le président tchétchène Ramzan Kadyrov, de plus en plus agacé par le chef de la milice Wagner. La milice tchétchène s'est faite filmer ce lundi, après avoir signé le contrat proposé par le ministre de la Défense russe. Voilà Kadyrov dans le rôle du bon élève qui se range au sein de l'armée russe versus contre un Prigojine, l'enfant terrible, qui est en train de s'émanciper de Poutine lui-même, Bruno. Ça, on n'en sait rien. En fait, c'est la vraie question. Parce qu'on se demande, vu quand même la nature du régime poutinien, comment Yevgeny Prigojine peut continuer à s'en prendre comme ça au ministère de la Défense. Donc, après, de deux choses l'une. Soit il est suffisamment puissant pour que Poutine, pour le moment, n'y touche pas et le laisse faire, soit quelque part ça arrange Vladimir Poutine. D'abord sur le terrain, il voit que voilà, quand même la milice Wagner a fait des choses, puis ça maintient une forte pression sur son ministre de la Défense. Honnêtement, je pense qu'on ne sait pas vraiment comment il a encore cette liberté de manœuvre, et si Vladimir Poutine voilà, le laisse faire tant qu'il ne prend pas trop d'importance, et le jour où il prendra beaucoup d'importance, à ce moment-là il agira. Il y a un lien très personnel aussi entre les deux hommes. Voilà, après sur le...
c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se croit tout permis, parce que même sur l'histoire des prestations sociales, il a ajouté après Prigojine, il dit non mais vous inquiétez pas, moi je vais pas signer ce document là, du ministère de la Défense, mais on va trouver un compromis avec Moscou, avec le Parlement, donc en gros mes types toucheront la prestation sociale, mais certainement pas via le ministère russe de la Défense. Quand on écoute ce qu'a dit Poutine hier devant les correspondants de guerre, hein, je mets bien les guillemets au Kremlin, à la fois fanfaronné sur les prétendus dommages infligés à l'armée ukrainienne, mais reconnu en même temps à des carences côté russe en matière de drones et de munitions. Comment vous interprétez, vous, cette prise de parole, Ziad Limam? Vous y voyez un demi-aveu, une remise en cause de la stratégie russe, le signe que Poutine lui-même se sent peut-être le besoin de se justifier aujourd'hui? Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on l'entend. C'est nouveau. Ça fait 2 fois, là, presque, qu'il intervient dans une mise en scène. Les correspondants de guerre, c'est les derniers qui ont un petit peu de liberté de parole, mais surtout pour dire qu'on ne fait pas assez. Donc la critique positive. Dans cette séquence, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi, il dit qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Il dit aussi à un moment qu'ils n'ont peut-être pas perçu l'ampleur du sujet comme ils auraient dû. C'est un peu flou sur les buts de guerre. On est toujours dans la dénazification, mais en même temps, il reconnaît à demi-mot que les zones annexées ne sont pas des zones sûres. Donc il y a quand même je pense quand même que c'est un personnage habile. Donc c'est pas des aveux. Je pense que c'est une manière d'occuper le terrain médiatique en Russie à un moment où la situation est difficile. À un moment où le politique est difficile, à un moment où la guerre est difficile, à un moment où des territoires comme Belgorod en Russie ont été attaqués, à un moment où il y a une contre-offensive, et qu'à part lui, personne ne peut s'exprimer réellement, ni la défense, ni Prigojine, mais qui dit tout le mal qu'il pense de l'armée russe. Donc il fallait que le chef reprenne un peu de parole. Ça a l'avantage, il communique avec les Russes, mais ça a aussi l'inconvénient de montrer qui est le responsable final de toute cette opération et de tout ce bazar. Donc voilà, les deux sont en même temps. En entretenant le flou justement sur ces objectifs de guerre, il parle de créer des zones tampons aux frontières de l'Ukraine. C'est quand même reconnaître que justement ces zones annexées, aujourd'hui, elles ne font pas partie intégrante du territoire russe. C'est reconnaître ça d'une part, et c'est reconnaître aussi parce qu'en fait, il parle de la région de Belgorod, et donc de la frontière et des 30-40 km ensuite au sud de cette frontière, que ce qui s'est passé à Belgorod, c'était assez grave et que les autorités russes ont été un peu dépassées. Alors en fait, quand ils proposent cette zone tampon, c'est pour empêcher l'Ukraine de bombarder le territoire russe comme à Belgorod. Mais donc du coup, ils proposent une nouvelle forme d'annexion. Donc là, ce serait une espèce de bande frontalière le long de la frontière avec cette région de Belgorod, où carrément Kharkiv serait à nouveau quasiment annexé. En tout cas, on serait pas loin. Mais donc finalement, ils proposent d'annexer encore une autre partie de l'Ukraine pour en faire, si on comprend bien, presque une zone démilitarisée. Ça paraît un peu... une annexion dans l'annexion. Ouais, ça paraît un peu utopique de ce point de vue-là, parce qu'il faudrait déjà que... c'est quand même un morceau de territoire assez conséquent, malgré tout. Il faudrait déjà que l'armée russe ait les moyens de s'emparer de cette fameuse zone. Une délégation de chefs d'État africains entame, c'est cette fin de semaine, une médiation. Ils seront vendredi à Kiev, samedi en Russie, en marge du sommet de Saint-Pétersbourg qui débute aujourd'hui. Ziad Limam, ils ont un poids, ces chefs d'État africains, aujourd'hui, dans la résolution de ce conflit? Ils ont en tout cas une initiative, parce que toutes les autres initiatives sont à l'arrêt, ou plus ou moins à l'arrêt. On avait parlé de l'Inde, on avait parlé du Brésil, etc. Finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça a aussi le mérite de rappeler que dans les non-belligérants, ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, grosso modo, c'est les pays africains, via l'inflation, via le prix des denrées alimentaires, c'est un continent macroéconomiquement fragile. Donc si les données extérieures deviennent très difficiles, le prix qu'on paye en Afrique, et en particulier, comme toujours, les populations les plus fragiles, est très important. Donc il y a un risque social. D'abord, ça coûte, puis après, c'est les gens qui souffrent, puis après, les gens peuvent se rebeller et on peut rentrer dans des phases d'instabilité. Donc je pense que comme ça, symboliquement et sur le fond, ça a le mérite de rappeler qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien que tout le monde s'assied, et que si les Africains le font, c'est aussi intéressant parce que souvent en diplomatie, l'Afrique n'existe pas, donc là, elle existe, et donc en soi, c'est intéressant. Après, si on rentre dans le détail, c'est un peu compliqué. On a un président sud-africain qui est
pratiquement accusé de complicité, disons, ou de compréhension avec la Russie. Et puis, on a une Russie en Afrique qui est loin d'être impopulaire. Je veux dire, la Russie, c'est le néocolonialisme, c'est la guerre en Angola, c'est la guerre au Mozambique, c'est les étudiants qui allaient à l'université Lumumba, c'est tout ce marxisme tropicalisé qui a... Denis Sassou Nguesso est un produit de cette histoire marxiste. Il a été, dans sa jeunesse, un jeune militaire marxiste. Donc tout ça, ça crée une ambiguïté, mais peut-être que cette ambiguïté peut permettre justement d'ouvrir des éléments de dialogue. Après, quand on voit à quel point ça fait rage sur le terrain, parce qu'on n'a pas parlé de l'offensive, mais je veux dire, on est vraiment entre Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Troisième Guerre mondiale, presque. C'est d'une brutalité dantesque. Et donc on se dit, est-ce qu'au moment où il y a tout le monde met ses forces dans la bataille, pour essayer de marquer un point déterminant, est-ce que c'était le timing ou pas le timing? Mais moi, je trouve quand même que c'est une belle occasion. Après, je parle sous le contrôle de Ziad, mais parce qu'en fait, ces chefs d'État africains, ils vont être reçus et à Kiev et à Saint-Pétersbourg par Zelensky et puis Poutine. Donc c'est quand même d'abord, je trouve, un bel affichage sur la scène internationale, parce qu'il n'y aura pas que le président sud-africain. Bon, après, on ne connaît pas trop les contours de cette initiative. Hein, ça, voilà. Bon, les Ukrainiens, d'ailleurs, ont accepté de recevoir ces dirigeants africains, mais en disant, attendez, il y a eu plein de consultations avec plein de monde. Là, si vous venez nous proposer qu'on donne à la Russie, geler les frontières, donner les territoires annexés, ça n'ira pas loin. Mais moi, je trouve ça pas mal quand même que ces pays africains s'affirment comme ça sur le devant de la scène internationale. Et puis, ils payent un peu, enfin, ils ramassent un peu le bénéfice, en fait, de leur attitude depuis le début de la guerre, puisque ils ont été neutres, certains n'ont pas pris part au vote à l'ONU, etc. Bon, alors après, c'est vrai que l'Afrique du Sud a un lien particulier, puisqu'il y a eu des manœuvres, y compris militaires, avec la Russie, avec la Chine, qui ont fait grincer bien les dents. L'Afrique du Sud a même été accusée d'avoir accepté qu'un bateau ramène des armes au profit de la Russie. Enfin voilà. Mais je trouve ça intéressant que l'Afrique débarque comme ça un peu dans ce conflit, mais il ne faut pas non plus en attendre trop, je crois. Nous verrons donc en cette fin de semaine ce qu'il faut en attendre justement. Ils seront à Kiev vendredi. Ziad Limam sera sur France 24 dans une semaine dans le monde. Voilà. Et samedi, vous allez dire que je serai à Kiev. Donc je me suis dit, tiens. Et le lendemain, ils seront à Moscou. Merci à vous, Ziad. Merci. Bruno Darou, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal. Événement. Chaleur insoutenable, incendie hors de contrôle, nappe phréatique à sec. Quelle solution face à l'urgence climatique? France 24 répond à toutes vos questions. Suivez notre édition spéciale Climat, l'été de tous les dangers, présentée par Audrey Racine.